fait avec amour et préparé avec amour. C'est binge audio, quoi. Le Serment d'Augusta, vous le savez si vous suivez régulièrement ce podcast, c'est notre rendez-vous mensuel avec l'autrice Olympe de G et le professeur Emmanuel Flamand-Rose, neurologue à la Pitié-Salpêtrière. Dans cette série, on explore les bouleversements et les questionnements qui traversent le monde du soin. Dans la première saison, on s'était intéressé à la question de la santé en prison. Et pour ce nouvel épisode, réalisé par Elisa Grenet, on prolonge cette réflexion. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Est-ce que vous vous rappelez de Camille ? Camille, c'est le personnage fictif d'un article écrit par le docteur Stéphane Buxom qui retrace le parcours de soins d'une personne détenue. Camille est entrée en détention dans l'épisode 6 du Serment d'Augusta. Dans cet épisode, qu'on avait enregistré au centre pénitentiaire Paris-La Santé, on s'était demandé si les personnes détenues, comme Camille, peuvent être aussi bien soignées en prison que nous, qui sommes dehors. Car la santé est un droit humain fondamental, devant lequel nous sommes censés être égales et égaux. C'est ce qu'a rappelé la loi en 1994. La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. Ce principe d'égalité, il est d'autant plus crucial que les personnes détenues ont une santé physique et mentale plus dégradée que la population générale. Dans l'épisode 6, on est entré avec Camille en maison d'arrêt. On a essayé de comprendre l'impact de la prison sur sa santé, entre conséquences délétères de l'enfermement sur le corps et l'esprit, et opportunités de soins, parfois uniques pour les plus précaires des détenus. Dans cet épisode, on sort des murs. Comment ça se passe quand on a une maladie grave ? Si en plus des contraintes de l'administration hospitalière, il y a les contraintes de l'administration pénitentiaire. Et quand on est soignant-soignante à l'hôpital et qu'on voit un patient arriver escorté et menotté, comment les entraves du pénal impactent-elles la relation de soins ? Comment prendre en soin Camille dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population ? Le Serment d'Augusta, épisode 8. Je tournerai mon regard vers celles et ceux que l'on oublie, deuxième partie. Camille a eu un accident. Enfin, un accident. Camille s'est fait tabasser sur le trajet vers la promenade, mais refuse de dire comment et par qui. Les surveillants n'ont rien vu. La version de Camille, une chute dans l'escalier. Les agressions physiques sont nombreuses en prison. Il y a les violences commises par les détenus sur les surveillants pénitentiaires, presque 5000 faits recensés en 2022. Il y a les violences entre personnes détenues, presque 12 000 faits recensés en 2022. Et il y a les violences commises par les surveillants pénitentiaires sur les détenus, qui, elles, ne sont pas décomptées, ni même mentionnées dans le plan de lutte contre les violences en milieu pénitentiaire de 2023. Mais dans son rapport sur les violences carcérales, l'OIP, l'Observatoire international des prisons, déclare avoir reçu 200 signalements entre 2017 et 2019. Ce sont 2 signalements par semaine en moyenne, dont l'OIP considère qu'ils ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Karim Mokhtari est directeur de l'association de prévention et de gestion de la violence Sans Murs. De 18 à 25 ans, il a été détenu dans plus de 15 établissements pénitentiaires. De toute façon, la prison, c'est de la violence par excellence. Je crois que c'est fait pour faire souffrir, pour châtier, pour punir. Et donc, moi, je ne suis pas passé à côté de ça. J'ai failli mourir plusieurs fois en prison. J'ai aussi failli être auteur de meurtre en prison. Selon une étude menée en 2005, 85% des surveillants et des détenus considèrent la prison comme un lieu violent. Comment s'en étonner ? La prison est une violence. Priver une personne de sa liberté est une violence.
L'exclure de la société est une violence. L'enfermer dans une toute petite pièce est une violence. La forcer à y cohabiter avec d'autres personnes est une violence. La surveiller jour et nuit est une violence. Karim raconte avoir vécu une agression physique particulièrement dangereuse et brutale. J'ai été aussi passé à tabac, laissé pour mort dans ma cellule de mitard par les agents pénitentiaires. Ça veut dire plusieurs côtes cassées, une clavicule cassée, ça veut dire un hématome 27 cm de diamètre sur la tête. On m'avait pris comme un bélier. Voilà, j'étais soulevé par plusieurs personnels et ils m'ont rentré dans les murs, dans les portes. Voilà. Toujours est-il que je me suis retrouvé donc en piteux état. J'ai cru que j'allais mourir. Je voyais quasiment mon œil gauche avec mon œil droit. Donc, c'était vous dire à quel point j'étais boursouflé. Et je crachais du sang, je pleurais du sang, j'avais du mal à respirer, j'étais comprimé. Antoinette Chauvenet, chercheuse en sciences sociales, directrice émérite de recherche au CNRS, a beaucoup travaillé sur les violences carcérales. Elle identifie comme terreau de ces violences les stéréotypes, les représentations fantasmées qu'ont les surveillants des détenus et vice-versa. Selon elle, tout se joue avant même l'entrée en prison. La littérature, le cinéma, les séries, les médias représentent la prison comme étant un concentré de violence, où détenus comme surveillants sont des brutes, des sadiques en roue libre. Cette violence, élevée au rang de norme, chacune va partir du principe que ce n'est pas qu'une représentation culturelle, pas qu'un stéréotype, mais qu'elle est bien réelle. Et va s'efforcer de s'y conformer, pour ne surtout pas détonner dans l'univers pénitentiaire. Comme dans le conte d'Andersen. Tu nous le racontes, Emmanuel ? Il y a de longues années, vivait un empereur qui aimait plus que tout les beaux habits. Un jour, arrivèrent 2 escrocs qui affirmèrent pouvoir créer les plus beaux vêtements que l'on put imaginer. Non seulement les couleurs et le motif seraient sublimes, mais ils posséderaient l'étonnante propriété d'être invisibles aux yeux des idiots. L'empereur se dit « Quel vêtement précieux! Je pourrais départager les intelligents des imbéciles !» Il paya généreusement les 2 escrocs, et ceux-ci se mirent à l'ouvrage. Ils installèrent 2 métiers à tisser et firent semblant de travailler, entremêlant avec application des fils imaginaires. Après 7 jours, le premier ministre de l'empereur vint voir l'avancée du travail. Bien sûr, il ne vit pas l'étoffe sur le métier, mais craignant de passer pour un imbécile, il se garda bien de le dire. À son retour, il vanta la beauté de l'étoffe à l'empereur. Chaque membre de la cour vint à son tour. Personne n'osant avouer qu'il ne voyait rien, chacun rivalisait d'éloges pour la beauté du tissu. Lorsque l'empereur vint lui-même pour l'essayage, tous ses conseillers et courtisans s'extasiaient autour de lui. Alors l'empereur fit mine à son tour de trouver les vêtements splendides. Il fut décidé qu'il les porterait à l'occasion d'une grande parade. Des crieurs publics annoncèrent dans tout le pays que l'empereur porterait des vêtements extraordinaires que les idiots ne pouvaient pas voir. Le jour de la parade, l'empereur se déshabilla, fit mine d'enfiler les vêtements imaginaires et marcha en tête de la procession. Tous ceux qui se trouvaient dans la rue ou à leurs fenêtres disaient « Les habits neufs de l'empereur sont admirables, quelle splendeur !» Personne ne voulait laisser apparaître qu'il ne voyait rien, puisque cela aurait fait de lui un sot. Aucun habit de l'empereur n'avait connu un tel succès, jusqu'à ce qu'un petit enfant crie « Mais il n'a pas d'habit du tout !» Ce conte est une belle illustration d'un concept de psychologie sociale né dans les années 30 en Amérique du Nord. Le concept de pluralistic ignorance. Antoinette Chauvenet le traduit par « malentendu partagé ». Le personnel pénitentiaire perçoit les détenus comme des voyous, voire des monstres. Et les détenus se représentent le personnel pénitentiaire comme des matons cruels et vicieux. Moins les prisons favorisent les contacts humains, de par leur architecture, leur niveau de sécurité, la surpopulation, le manque de personnel. Moins ces stéréotypes et la peur qu'ils engendrent ont une chance d'être démentis par la réalité. Dans cette situation de malentendu partagé, les détonateurs de la violence sont innombrables. Le mot ou le bruit en trop, le mauvais regard qui devient insupportable, comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Ce jour-là, c'était un jour férié, ils ont fait venir un médecin de l'extérieur. D'habitude, souvent, le médecin est dans la connivence, le médecin interne, quand il y a un passage à tabac, il n'est pas question de le dire que c'était un passage à tabac. Depuis la loi de 1994, les soignants-soignantes exerçant en prison sont employés par le ministère de la Santé et non plus par le ministère de la Justice. Ils représentent l'hôpital au sein de la prison et sont donc depuis 30 ans complètement indépendants de l'administration pénitentiaire. Malgré tout, les détenus rapportent encore aujourd'hui que des médecins se rangent du côté de la pénitentiaire. Et donc dans cette salle d'attente de l'infirmerie où j'attendais, c'est une femme médecin de l'extérieur qui est venue, puisque c'était férié. Et c'est dans son regard que j'ai pu voir tous les dégâts qui étaient les miens. Elle avait un regard hyper choqué. Elle m'a dit « Mais bon sang, monsieur, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» J'ai dit « Voyez tous ces agents en bleu autour de moi, et ils ont voulu me tuer. » Et là, il y en a un qui s'est avancé, qui a dit « Non, il a voulu se suicider, on l'a tiré, il a dû se cogner. » J'avais un t-shirt blanc et rouge, pour le coup, avec une grosse marque de ranger au niveau des côtes. J'ai dit « Bon, est-ce que je me cogne sur des rangers ? Madame, ils disent ce qu'ils veulent, mais j'ai besoin de vous pour me sauver la vie. Faites-moi un certificat médical qui dit bien, qui stipule bien que j'ai été passé à tabac. » Typiquement, la demande de certificat par une personne détenue peut être un sujet délicat qui vient impacter la relation de soins. Car si les médecins peuvent et doivent certifier les lésions constatées lors de l'examen, il ne leur est pas possible de certifier qui est l'auteur des violences. Le certificat peut éventuellement mentionner les déclarations du patient, mais cette partie est rédigée au conditionnel et ou entre guillemets, parce qu'elle n'a pas été constatée de visu par le médecin. Le problème, c'est que ça peut être vécu comme « le médecin me croit pas ». Le médecin n'est pas de mon côté. Donc déjà, elle a demandé à ce qu'il sorte de la salle. Et ensuite, elle m'a ausculté. Elle m'a dit « Monsieur, vous avez plusieurs côtes cassées. On va essayer de voir s'il n'y a pas un problème avec les poumons, etc. » Donc elle m'a palpé, elle m'a fait plein de choses. Elle m'a soigné, elle m'a mis du gel dans les yeux. Je me rappelle, ils étaient couleur pourpre. Contrairement à Karim, Camille ne saigne pas, n'a pas d'hématome. Mais au retour de promenade, dans sa cellule, un mal de tête apparaît et monte. À tel point que Camille vomit. Le docteur Stéphane Buxom a été médecin chef de service d'unité sanitaire en détention. Il nous explique le parcours de Camille pour être soignée. Il va falloir que Camille fasse prévenir le surveillant pour que le surveillant nous appelle à l'unité sanitaire et pour qu'on programme une consultation en urgence. Ça peut être soit immédiat, soit 1 ou 2 heures, soit le lendemain, en fonction du degré d'urgence. Le déclenchement du message d'urgence, il est médié par une tierce personne qui n'intervient normalement pas dans le soin, qui est le surveillant et qui n'a aucune formation en matière de soins. Alors un certain nombre ont la formation de premier secours, mais c'est pas une formation de soignant et c'est même pas leur rôle. Et cette médiation par un tiers, elle peut potentiellement modifier le message et en perturber l'interprétation. Les surveillants-surveillantes ont un rôle difficile et crucial. Pendant l'incarcération, ils et elles sont le lien humain quotidien entre les personnes détenues et la société du dehors. Les relations qui se nouent entre les agents et les personnes incarcérées, si elles sont respectueuses et bienveillantes, relèvent d'un véritable travail de réinsertion. Et la connaissance fine que les surveillants-surveillantes ont des personnes détenues peut participer à la prévention, notamment en santé mentale. Je suis surveillante depuis 4 ans déjà. Nous, on n'est pas là pour, quand les personnes détenues ils sont incarcérées au sein de la prison, pour encore avoir un jugement par rapport à la raison pour laquelle ils sont là. On est juste là pour pouvoir assurer la sécurité et pour que leur détention se passe dans des meilleures conditions. Je vous respecte, donc vous me respectez. Donc du coup, nous partons sur de bonnes bases. Une fois que les bases sont posées, la détention se passe bien et je peux même dire que la relation de confiance se passe bien dans la mesure où il arrive des fois qu'il y a une personne détenue, mais en arrivant à l'unité sanitaire, il arrive à se dévoiler. C'est des choses qui arrivent assez souvent ici, donc voilà. Nous, en tant que surveillants, c'est-à-dire qu'on voit des fois quand la personne détenue, elle est dans une détresse puisque la personne, elle n'est pas comme d'habitude. On peut appeler ça un instinct. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On essaie d'établir un contact pour savoir, pour lui dire, oui, mais monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut surtout pas oublier que ce sont des personnes humaines, en fait. De mon point de vue de soignant, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait des messages urgents qui étaient retenus par des surveillants. Docteur Buxom. Mais ça a pu m'être rapporté par des détenus qui déclarent avoir fait passer des messages d'urgence et nous, on les a pas eus.
Dans le cas de Camille, la surveillante a rapporté rapidement et fidèlement ses symptômes à l'unité sanitaire. Bon, le secret médical est complètement mis de côté lors de cette procédure, mais au moins, une consultation est organisée pour Camille 1 heure après. À l'unité sanitaire, on a des moyens de premier recours. On a éventuellement un appareil radio, éventuellement une échographie, à condition qu'il y ait un médecin qui sache utiliser l'échographie. On a de quoi faire une prise de sang, mais les résultats, on ne les a pas immédiatement. Et surtout, on ne peut pas hospitaliser une personne à l'unité sanitaire. C'est de la consultation et uniquement de la consultation. Donc si on a besoin d'une évaluation en milieu hospitalier ou avec un plateau technique plus lourd, on est obligé de demander une extraction. Camille montre un peu de somnolence. Le médecin suspecte un traumatisme crânien sévère, compliqué d'une commotion cérébrale. Il n'y a pas de signe immédiat de gravité, donc pas besoin d'appeler le 15, mais il faut faire un scanner cérébral dans les heures qui viennent. Bien sûr, il n'y a pas de scanner à l'unité sanitaire. Il faut donc emmener Camille aux urgences. Mais pour extraire de prison une personne détenue, il faut faire appel à une escorte pénitentiaire. Et c'est là que ça se complique. Il faut bien comprendre que l'équipe d'extraction, elle ne dépend pas du tout de l'unité sanitaire. Elle dépend de la prison et donc l'unité sanitaire n'a pas du tout la main sur la priorisation des extractions. Les escortes, elles peuvent être sollicitées pour faire des transferts d'une prison à une autre, pour faire des transferts pour des raisons judiciaires, pour faire les transferts pour des raisons de santé, pour faire des extractions programmées, mais aussi des extractions non programmées, avec les moyens qui sont les leurs et probablement, comme beaucoup de services publics, des moyens qui correspondent pas forcément aux missions qu'on leur demande. D'autant plus que les prisons françaises sont surpeuplées. Au 1er décembre 2023, le nombre de détenus en France a atteint un nouveau record absolu, avec près de 76 000 personnes incarcérées, pour environ 61 000 places opérationnelles. Le taux d'occupation atteint ou dépasse 200% dans 11 prisons. Très concrètement, ça implique que la cellule individuelle de 9 mètres carrés dans laquelle Camille est logée à la santé est déjà occupée par 1 ou 2 autres personnes, et que si Camille n'a pas eu de bol, il n'y a plus de place dans un lit dans sa cellule. Camille dort donc sur un matelas, au sol, comme presque 2800 autres prisonniers-prisonnières en France. Tandis que dans les unités sanitaires, de nombreux postes de soignants-soignantes restent vacants. La détention n'est pas un univers qui attire. Trop de patients, pas assez de soignants. Il faut de plus en plus souvent faire sortir les patients détenus de la prison pour les emmener à l'hôpital. Le besoin d'extraction médicale augmente et les refus de l'administration pénitentiaire de procéder aux extractions demandées se multiplient. Selon un rapport de l'OIP, ces impossibilités de faire représentaient en 2014 4% des extractions. En 2015, 11%. Et en 2016, 24%. En 2019, ça représentait plus de 6 000 extractions médicales annulées du fait de l'administration pénitentiaire. Et depuis, ça a encore augmenté. Et donc, il y a parfois des journées d'extraction médicale qui sautent parce que l'équipe d'extraction n'est pas disponible. Dans ma pratique, on m'a jamais refusé un examen urgent. Par contre, ça s'est parfois fait au détriment d'autres examens programmés parce que l'équipe pouvait pas assurer les deux transferts. C'est le cas pour Camille. Son extraction se fait au prix de l'annulation de celle d'une autre personne détenue, Hamza. Hamza avait rendez-vous depuis 3 mois avec une spécialiste. Sa consultation a été annulée le jour même, sans qu'on lui dise pourquoi. C'est la 3e fois de suite que ça arrive. Bonjour, je m'appelle Dominique Simoneau. Je suis contrôleur général des lieux de privation de liberté. Je m'appelle Benjamin Silberman et j'ai la responsabilité de l'unité sanitaire somatique au sein de la prison La Santé. Le gros problème, c'est la surpopulation carcérale. Parce qu'on est limité en nombre d'extractions par jour. On peut extraire 4 détenus par jour hors urgence. Donc ça fonctionnait très bien quand on était à 600 détenus. Maintenant qu'on est à près de 1200 détenus, ça va plus. Nous, on reçoit des lettres, mais c'est effrayant. Bonjour, j'ai eu un abcès dentaire, j'ai demandé à voir le dentiste vient pas ici, donc il fallait m'extraire, donc on ne m'a pas extrait. Et les détenus, ils s'arrachent les dents eux-mêmes, ou qui ont des abcès qui ne sont pas soignés, et pour lesquels on leur donne du Doliprane, ce qui, vous en conviendrez, est pas tout à fait suffisant. C'est une douleur à rendre dingue, les abcès dentaires. C'est-à-dire que les délais pour aller faire une échographie abdominale sont liés à la disponibilité des escortes et pas du tout à la disponibilité de l'hôpital. Et donc, actuellement, c'est 3 mois pour faire une échographie, alors que quelqu'un libre, lui, le délai, c'est d'une dizaine de jours. Donc, il y a des pertes de chance, c'est sûr.
il y a un monsieur qu'on a rencontré, il n'avait pas pu être extrait pour son cancer des testicules, parce que le médecin avait dû choisir quelque chose de plus urgent. Il n'a pas été examiné. Alors, il est mort de son cancer des testicules. Qui peut dire s'il avait été examiné, peut-être qu'il serait mort de toute façon, hein. Mais quand vous avez des pathologies pareilles, aussi inquiétantes, on nous parle je sais pas, de mille... J'ai le foie, j'ai ci au foie, j'ai une cirrhose, j'ai ça, j'ai des troubles hépatiques, j'ai du diabète, et je ne suis pas soignée, je ne suis pas envoyée à l'hôpital, et il y a quelque chose quand même qui roule pas, hein. Parmi les facteurs, il y a le fait qu'il n'y a pas assez de soignants pour le nombre de détenus. On en revient là, à la surpopulation. Et les médecins ne peuvent pas voir tout le monde. Ils s'épuisent, les médecins. Pour Camille, il s'agit d'une urgence, et son extraction a lieu sans délai. Camille part sous escorte pour les urgences de l'hôpital Cochin. Camille est entravée potentiellement au niveau des mains. En fonction du degré d'escorte, il peut même y avoir des forces de l'ordre mobilisées, etc., etc. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de signes manifestes du monde pénitentiaire qui sont sur ou autour de Camille. Ça constitue des stigmates au sens de Goffman. En grec ancien, le stigma, c'est une marque physique d'infamie. Erving Goffman, sociologue de l'école de Chicago, reprend cette notion dans les années 60 et définit le stigmate comme ce qui affecte notre identité sociale, ce qui rend nos interactions sociales plus risquées. Selon Goffman, les stigmates peuvent être très divers. Il peut s'agir de notre passé, de nos handicaps, ou encore de notre orientation sexuelle. Il y a des stigmates visibles, dans le cas de Camille, les menottes, les entraves, la ceinture abdominale, surnommée la laisse, qui sont portées aux yeux du public dans les couloirs de l'hôpital. Et puis il y a des stigmates invisibles. Par exemple, dans le cas de Camille, un stigmate invisible pourrait être prendre un traitement neuroleptique. Les cachetonnés sont très mal vus en détention. À l'hôpital, où on l'emmène avec des menottes et des surveillants en uniforme, Camille ne peut pas être perçue comme les autres malades. Une première conséquence possible de cette stigmatisation, c'est que Camille vive son parcours dans les couloirs de l'hôpital comme une humiliation. L'hôpital est le seul lieu où les personnes détenues sont menottées et entravées en public. Par exemple, au palais de justice, elles ont un circuit à part. Pour éviter le regard pesant des gens sur son passage, une prochaine fois, Camille pourrait renoncer aux soins et refuser l'extraction. Une seconde conséquence de la stigmatisation, ce sont les discriminations que pourrait vivre Camille. Notamment la rupture du secret médical. On retrouve assez souvent dans la population générale et chez les personnels soignants cette crainte que la personne détenue est dangereuse et ou qu'elle va vouloir absolument s'échapper. En pratique, c'est très différent. Il n'y a pas un profil d'une personne détenue. Toutes les personnes ne sont pas du tout incarcérées pour des faits de meurtre ou d'agression sur personne. Et la dangerosité vis-à-vis des professionnels de santé est quand même très, très, très limite. Il y a probablement d'autres ressentis qui sont véhiculés par le fait de soigner une personne détenue et qui peuvent constituer des entraves aux soins. Moi, j'ai déjà entendu, mais je vais quand même pas soigner un violeur, ou imagine si il avait fait ça à ton fils ou à ton enfant, ou moi en tant que soignant, j'ai une personne, un patient en face de moi. Ce pourquoi il est condamné, à la limite, dans la relation soignant-soigné, ça me concerne pas, ça me regarde pas. Moi, en tant que soignant, c'est pas mon rôle à ce moment-là de porter un jugement sur les faits de la personne. C'est pas mon rôle de soignant. Ok. Alors, quels conseils peut-on donner aux soignants-soignantes qui reçoivent des patients-patientes détenus ? Comment ne pas laisser les stéréotypes sur la prison compromettre la relation de soins ? Emmanuel est allé prendre conseil auprès du docteur Yvain Auger. Je m'appelle Yvain Auger, je suis médecin généraliste et je suis actuellement le responsable de l'unité hospitalière sécurisée interrégionale de l'UHSI de la Pitié-Salpêtrière. Un truc qu'on peut dire aux soignants, aux futurs soignants qui sont amenés à recevoir des patients détenus, c'est d'abord de se rassurer. Ensuite, les soignants doivent avoir adopté une attitude de neutralité vis-à-vis de toute la problématique de la peine, de la punition qui est infligée aux patients qu'ils ont devant eux et essayer de réagir et de raisonner comme pour n'importe quel autre patient. Et puis le point qui est hyper important, que même si on est bienveillant et qu'on a envie de prendre en charge son patient, se rappeler
que le patient, tout détenu qu'il est, il n'est pas sous tutelle de la pénitentiaire. Il garde son autonomie, il garde sa capacité de décision, sa capacité de consentement aux soins. Ce qu'on voit souvent dans les consultations à l'extérieur, c'est que le détenu se retrouve face à un médecin qui ne va pas demander au surveillant de sortir. Et donc finalement, la consultation va se passer sous les yeux du surveillant de façon finalement acceptée par tous. Le médecin, le surveillant, et puis le patient qui se résigne dans la plupart des cas. Et c'est bien ce qui arrive à Camille. Le médecin est pressé et semble un peu mal à l'aise. Il lui explique les résultats de l'examen en présence du surveillant. On voit sur les images un hématome sous-dural. Ça nécessite une surveillance en milieu hospitalier. Le médecin tend le dossier médical avec le compte-rendu et le CD du scanner directement au surveillant. Un soignant qui a peur du patient détenu, je pense qu'il vaut mieux qu'il passe la main et qu'il demande à un collègue de venir. On ne peut pas bien soigner un patient quand on a peur de lui, c'est pas possible. Et on a besoin de le faire en respectant le secret médical, en respectant la confidentialité des soins. Donc il faut qu'on soit suffisamment en confiance pour demander à ce que les surveillants pénitentiaires soient loin et n'assistent pas à la consultation et n'écoutent pas la consultation. C'est tout bête. Demander au surveillant de sortir, c'est de marquer son indépendance vis-à-vis de la pénitentiaire. Parler au patient et pas au surveillant pénitentiaire qui est à côté. Ça, on a des patients qui nous racontent ça. Le docteur, il parlait au surveillant à la place de me parler à moi. Le patient, il est en prison, mais en fait, les soignants ne savent pas pourquoi il est en prison. On n'en sait rien et on ne veut pas le savoir. C'est quelque chose qu'on peut préciser. Et puis après, si on est amené à prendre en charge un peu plus longuement le patient, si c'est pas juste une consultation comme ça, ce qui est important, c'est de faire percevoir au patient qu'on sait que la prison, ce n'est qu'un moment, ce n'est qu'une étape. C'est hyper important d'interroger les gens sur leur vie d'avant. Avant de soigner des patients détenus, j'ai été dans divers services de médecine interne ou médecine polyvalente, et je me suis fait cette réflexion avec les patients SDF, les patients à la rue. Ils n'ont pas toujours été SDF. Et quelque part, c'est une façon de réhumaniser les patients que de leur signifier qu'on se doute bien qu'ils n'ont pas toujours été SDF, qu'ils ne se résument pas à ça et qu'ils ont eu une vie d'avant. Leur demander quelle vie ils ont eu, quelle formation ils ont eu, quel boulot ils ont eu éventuellement. C'est hyper important pour le lien et puis pour dire aux patients qu'on le reconnaît dans toute son humanité, quoi. C'est important de savoir d'où viennent nos patients. Ils n'ont pas toujours été détenus et ils ne le seront pas toujours. De façon générale, la première question à se poser systématiquement, c'est qu'est-ce que j'aurais fait si le patient n'avait pas été détenu ? Je me souviens d'un patient qui arrivait sur ses 40 ans, grand, musclé, assez sec, tatoué, qui ne se cachait pas d'être un ancien braqueur, que je recevais pour une lésion pulmonaire, qui était à l'apex et qui venait liser les premières côtes. Le monsieur avait extrêmement mal. Et finalement, on arrive pour un bilan de probable cancer du poumon. Immédiatement, la première tâche, c'est en urgence soulager le patient. Je le titre en morphine, on le soulage. Et le monsieur, fort sympathiquement, me dit « Ah, docteur, attendez !» Et il se retourne, il fouille dans sa veste et il tend son poing fermé vers moi et il me met dans la main une poignée de petits papiers roulés. Chaque petit papier contenait un comprimé d'un antalgique de palier 2 ou de palier 3 d'ailleurs, qu'il s'était procuré par des échanges dans la cour de promenade de la prison. Ce patient, qui avait une douleur, moi je ne doutais pas de sa douleur, j'avais vu le scanner, j'avais vu la tâche qui s'avère effectivement être un cancer du poumon, je voyais la lisse costale, ça faisait combien de semaines, combien de mois en détention qu'il venait, qu'il se plaignait de la douleur et qu'on lui donnait du Doliprane. À ce grand gaillard. Et en prison, c'est en fait un problème récurrent, c'est ce qu'on fait de la plainte du patient. Et en particulier de la plainte douloureuse, qui est forcément une plainte subjective qu'on ne peut pas aller vérifier. Je me souviens d'un médecin, un collègue que je prenais pour un bon médecin, et qui un jour m'a dit un truc qui sur le coup m'a choqué. Il me dit, moi, un patient qui me dit j'ai craché du sang, une hémoptysie, il faut qu'il me le répète 3 fois avant que j'en tienne compte. C'est trop fréquent comme plainte. Et je ne vais pas faire des fibroscopies bronchiques à tout le monde. Camille est amenée à l'UHSI, l'unité sécurisée qui accueille les détenus au sein de la Pitié-Salpêtrière. C'est là que Camille va être hospitalisée. On l'installe dans une chambre individuelle. Le lit est confortable comparé au matelas de sa cellule. On a des chambres assez spacieuses, assez lumineuses, qui sont de belles chambres d'hôpital, pratiques pour les soignants. Docteur Auger. Et le patient arrive
Dans un premier temps, le plus souvent, assez rassurés, assez contents de découvrir le lieu, parce que ça ressemble à un hôpital. Les patients qu'on voit arriver, ils sont malades et ils ont souvent eu peur de ne pas être pris en charge au fond de leur cellule. Donc dans un premier temps, ils sont rassurés. Et puis assez vite, pour les patients, en tout cas les moins altérés, ils vont commencer assez rapidement à voir un petit peu tout ce qui est compliqué chez nous. L'isolement. Nos patients, il y en a un qui m'a dit un jour, moi je ne suis pas fait pour rester seul. Et de fait, le fait est qu'ils sont dans une chambre seule et qu'ils ont assez peu de visites. Ils perdent toute une vie sociale dans l'UHSI. Ils comparent ça au quartier d'isolement, au quartier disciplinaire. Il y a moins de parloirs, il y a moins de téléphones qu'en détention classique. Il y a le sevrage tabagique qui est imposé. Il y a le sevrage cannabique qui est imposé aussi. On ne fume pas dans les services. Et malheureusement, à l'UHSI, il n'y a pas de cours de promenade. Donc il n'y a pas de lieu pour fumer. Le cannabis, c'est un problème très prégnant. C'est un problème. C'est quelque chose de prégnant en détention. On peut fumer partout, en prison, en cellule, en cours de promenade évidemment. On arrive à fumer même dans les cellules du palais de justice. Enfin, les patients le racontent. Et je crois que l'UHSI, malheureusement, c'est le seul lieu dans le parcours d'un détenu où le sevrage cannabique est complet. Et ça peut être un souci, effectivement. Vous vous sentez isolé dans l'UHSI, un peu trop tout seul, vous arrêtez le tabac, vous arrêtez le cannabis, vous avez moins de parloirs, vous avez moins de famille, vous risquez de perdre votre travail en détention, ça c'est très important aussi, parce que votre travail, il ne vous est pas acquis. Si vous absentez trop longtemps, quelqu'un prend votre place, et c'est important d'avoir un travail en détention. Donc il y a plein de désagréments à venir dans une UHSI par rapport à la vie en détention. Bonjour, je suis Edgari Chankwetadze, je viens de Géorgie. Oui, donc je vais commencer par le début. J'étais en prison, je purgeais une peine de 11 mois. 7 mois plus tard, après mon arrivée en prison, je me suis senti mal. J'ai eu quelque chose ici sur la gorge, quelque chose qui a gonflé. Je me suis senti aussi tout faible. Je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais ni marcher, ni faire des efforts physiques. Et j'ai consulté un médecin, le premier médecin, qui m'a dit que ce n'était rien et que c'était passager. Peut-être qu'à l'œil, il ne pouvait pas savoir ce que c'était, mais je ne comprends pas comment un gros ganglion, on ne peut pas savoir que c'est quelque chose de grave. En plus, ça me gênait pour avaler les aliments. Puis, on m'a transféré dans une autre prison. Mon état s'est aggravé. J'ai consulté encore un médecin. On m'a prescrit un scanner. J'ai eu ce scanner et 2 mois plus tard, j'ai eu les résultats du scanner et j'ai su que j'étais malade. Il a rapidement eu l'examen, mais la réponse est arrivée très tard. On m'a dit que c'était une lymphome agressive. Aujourd'hui, ce qu'on propose à nos collègues des établissements pénitentiaires, c'est de nous adresser le patient dès la suspicion de diagnostic. Le patient arrive en détention, il fait une radio de thorax, il y a une image, il faut savoir si ce n'est pas un cancer. Nous, sur place, on va faire le scanner, on va faire la fibrobronchique, on va faire la biopsie, on va faire le bilan d'extension, le PET scanner et passer le patient en RCP dans des délais normaux. Parce que le patient, il sera hospitalisé dans le UHSI, il est présent dans la pitié salpêtrière et les choses se passent à une vitesse normale. Et donc, il n'y a pas de perte de chance pour le patient. Ça marche, mais ça marche à condition que le patient soit capable de supporter les conditions d'hospitalisation dans l'UHSI et l'isolement qu'on lui impose. Et donc, on peut avoir des retards de prise en charge liés, par exemple, à ce que les patients ont du mal à supporter cet isolement, on demande de fractionner les hospitalisations et font des allers-retours avec la détention. Et donc, on rentre à nouveau dans une problématique d'escorte et donc, à la fin, un peu de retard de soins. Ouais. Puis on m'a transféré à l'hôpital. L'état s'est aggravé encore. Déjà, physiquement, je me sentais très faible, je me sentais très mal. Et à tout ça, s'est ajouté l'état psychologique. Et je ne pouvais même plus me lever, je ne pouvais même plus m'alimenter.
Puis j'ai été transféré à l'hôpital de la prison où j'ai été vu par le médecin qui est un très bon médecin et une très bonne personne, surtout avec sa compassion qu'il a, avec sa personnalité. Et il m'a expliqué ce que c'était comme maladie. Il m'a expliqué aussi qu'il fallait faire des chimiothérapies. J'ai bien supporté les cures de chimiothérapie. Il y avait d'autres patients qui étaient très malades après les chimios. Moi, je me sentais très bien. Je bougeais, j'étais autonome. Mais le patient est libéré. Un énorme obstacle à la bonne qualité des prises en charge médicales, c'est aussi la libération. Le moment où les patients vont sortir de prison, c'est un moment où on risque de les perdre de vue. C'est un moment où ils n'auront plus d'hébergement. Où éventuellement ils vont changer de région, voire de pays. Un des enjeux du soin en détention, c'est aussi d'éviter d'être simplement une parenthèse dans le parcours de santé de la personne et donc d'organiser la continuité des soins avec le dehors. Docteur Bouxem. Et ça, c'est indispensable probablement aussi dans la réinsertion sociale de la personne. Et c'est une mission qui est parfois très compliquée. C'est une prise en charge globale, à la fois médicale évidemment, sociale et les patients, ils arrivent avec leurs comorbidités psychiatriques et donc on doit aussi toujours s'interroger sur les comorbidités psychiatriques. Quand on peut, quand on est prévenu à l'avance de la sortie de la personne, on essaye un maximum d'organiser une consultation sortant. Et par exemple, on va recevoir Camille. Camille, qu'est-ce que vous avez prévu pour votre sortie ? Camille, il y a un certain nombre de personnes qui nous rapportent que la sortie, même si elle est attendue, elle peut être très impressionnante. Qu'est-ce que la sortie vous inspire ? Vous pourriez avoir... bien que très envie de sortir, une certaine appréhension, une certaine crainte de la sortie. C'est hyper important de poser ces questions-là parce qu'on voit aussi des personnes qui sont en situation psychique de vulnérabilité du fait d'une nouvelle confrontation à l'extérieur. C'est important de le dépister, en fait, pour pouvoir accompagner la personne. Et donc, c'est des choses qui doivent s'anticiper. Et pour le coup, on n'avait pas su que le patient allait être libéré maintenant. On est un peu pris par surprise par cette libération. La poursuite des chimiothérapies ne va pas poser de problème, puisque le patient est déjà connu par les hématologues de la Pitié, donc il ira chez les hématos de la Pitié. Par contre, entre deux chimios, où est-ce qu'il va ? Et donc, de façon très précipitée, en contactant plusieurs personnes comme ça, on finit par trouver des places en lit de soins infirmiers pour ce patient. Mais la France allait m'expulser après ma sortie de la prison. J'apprends que le patient il doit être conduit à la frontière, normalement à sa libération. La police l'attend à la sortie de la prison, doit l'envoyer en centre de rétention administrative, puis au bout d'un certain temps, être envoyé dans son pays. Je savais que si je rentrais en Géorgie, j'allais peut-être rechuter dans la maladie. Ils ne peuvent pas soigner aussi bien qu'en France. Et après, c'est extrêmement cher et je ne pouvais pas assurer les frais. Être envoyé, suivre ce parcours-là pour ce patient, c'est clairement interrompre les soins. Docteur Auger. Vu son milieu social, il se retrouve dans son pays d'Europe de l'Est sans sécurité sociale, sans revenus. Enfin, je veux dire, ces chimios, elles s'arrêtent, c'est sûr. La loi française dit qu'un patient comme ça doit être maintenu sur le territoire français pour soins. On fait des certificats, on justifie, il y a un médecin qui donne un avis à la préfecture et le patient a une autorisation à rester sur le territoire français pour soins. C'est normal. J'essaie d'empêcher que ce patient soit reconduit à la frontière, donc je lui ai fait un certificat médical. Il a un certificat médical avec lui disant qu'il doit rester en France pour soins. Ça ne suffira pas. J'ai passé des coups de téléphone et à la fin, je me suis heurté à une fin de non-recevoir de la part d'une préfecture. Les gendarmes sont venus, ils m'ont dit que ce n'était pas la peine de protester, que j'allais être transféré au centre de rétention. Donc le patient, avec mon certificat, avec mon ordonnance, avec une enveloppe pleine de médicaments qu'on lui avait donnés à l'avance parce qu'on savait que ça allait être compliqué, est libéré. Le samedi matin, la police l'attend et l'amène dans un centre de rétention administrative à 300 km de Paris. Ce que je voulais éviter. Coup de bol, une infirmière de ce centre de rétention administrative me téléphone. Elle réussit à me joindre un samedi après-midi. Elle me dit « Comment on fait pour la chimio ?» Ça, la chimio, il faut qu'il revienne sur Paris. Et l'infirmière me dit « Attendez, le monsieur lundi a rendez-vous avec un juge. Moi, j'ai l'habitude de ce genre de situation. Les juges, quand les gens sont malades comme ça, ils les libèrent.
La préfecture a voulu le mettre en CRA, mais ça c'est l'attitude de la préfecture. Ils n'y réfléchissent pas, mais lundi, le patient sera libéré. Mais c'est très bien. Elle me répond, non, c'est pas très bien, parce que le patient va se retrouver à 300 km de Paris, alors qu'il doit revenir faire ses chimios à Paris. J'ai vu qu'il y avait un rendez-vous avec vous lundi. Je dis, oui, on va dire à la police de vous l'amener. Le lundi matin, 4 policiers amènent mon patient à ma consultation à la PAS. Et les policiers adorables, et très conscients qu'on était dans une situation ubuesque, et ils me disent, c'est bien quand même que le patient soit venu. Je fais la consultation avec le patient, mais enfin une consultation très simple. Pendant la consultation, les policiers qui m'ont escorté jusqu'au médecin ont reçu la nouvelle. Ils sont entrés au cabinet pour me dire que j'étais libre. Le patient prend le métro et atterrit dans les lits infirmiers qu'on lui avait trouvés la semaine précédente. Et puis depuis, il a ses chimios sur la pitié, quoi. Je suis suivi toujours par Dr Ivan. Avec lui, il y a aussi un hématologue, je crois qu'il s'appelle Nicolas, très gentil aussi, et Ludovic aussi, un deuxième. Tout le monde est très gentil. Et avec le côté médical, il y a aussi ce côté humain, très fort, que je sens à chaque instant. Au commencement de ces 2 épisodes consacrés aux personnes détenues, et en creux aux personnes précaires, il y avait cette question. Comment respecter la loi de 1994 ? C'est-à-dire, comment garantir aux personnes détenues des soins de santé aussi bons que ceux dont bénéficie l'ensemble de la population ? Si je reformule un peu plus prosaïquement, comment faire en sorte que les personnes détenues à la santé, comme Camille, Karim, Edgari, aient les mêmes chances d'être et de rester en bonne santé que nous, qui écoutons ce podcast ? Quand on est soignant-soignante, on peut avoir tendance à se dire « Je vois pas le problème, de toute façon, moi, je soigne tout le monde pareil. » Soigner tout le monde pareil, c'est déjà une posture ambitieuse, car ça implique, on l'a vu, d'avoir repéré nos préjugés, nos biais. Mais quand bien même un soignant, une soignante serait très conscient des stéréotypes qui peuvent impacter sa pratique, est-ce que traiter pareil toutes les personnes qui entrent dans son cabinet, ça suffirait ? Mais ouais... Pour répondre à ces questions, j'aimerais vous parler d'un philosophe important, John Rawls. Il a écrit en 1971, alors qu'il était prof à Harvard, une théorie de la justice. C'est un ouvrage qui a eu un impact immense. Il a été traduit en 23 langues et il continue encore aujourd'hui d'exercer une influence majeure en philosophie, en économie et en sciences politiques. Vous allez comprendre pourquoi. Dans sa théorie de la justice, Rawls veut craquer le code d'une société juste. C'est une entreprise compliquée, car nos démocraties reposent sur 2 principes, la liberté et l'égalité. Et ces 2 principes entrent souvent en opposition. Par exemple, les démocraties libérales privilégient le respect des libertés, mais c'est bien souvent au détriment de l'égalité. Et les régimes socialistes veulent rétablir l'égalité, mais est-ce que leur façon de faire ne restreindrait pas les libertés ? La soluce de Rawls, c'est la justice, non pas comme égalité, mais comme équité. Rawls défend un idéal de société qui réduit activement les inégalités, en offrant des compensations aux personnes qui font face à plus d'obstacles dans la vie. L'équité de Rawls, elle est basée sur une justice redistributive. Le philosophe politique Michael Sandel, prof à Harvard lui aussi, est non seulement un spécialiste de la théorie de la justice de John Rawls, mais il est aussi super drôle. You have no organ donors. You are about to see them die. And then it occurs to you that in the next room, there's a healthy guy who came in for a checkup. And he's... You like that? And he's taking a nap. Dans son cycle de conférences Justice, que je vous recommande chaudement, voici comment il explique le raisonnement de Rawls. Il était une fois le système féodal. À l'époque, le destin de chacune était déterminé par sa naissance. On est ses seigneurs ? Bingo ! On est ses serfs ? Moins bingo. Quelques siècles plus tard, la réponse du système libertaire a été l'égalité des chances. Dans ce système,
toutes les chances sont ouvertes à tout le monde, quelle que soit sa naissance. Par exemple, le système libertaire dit « Oyez, tout le monde peut devenir médecin. Venez, ce sont des études publiques. » Bon bah voilà, problème résolu. C'est une société juste là. Eh ben, selon Rawls, pas vraiment. Les places en médecine sont comptées, il y a de la compétition. Et à la naissance, on continue de tomber sur une famille plus ou moins riche, plus ou moins éduquée. La vie reste quand même une sacrée loterie. Dans la compétition pour devenir médecin, en fonction de là où on va avoir une ligne de départ plus ou moins proche du ruban d'arrivée. Ok, pas de souci. Regardez, en tant que société égalitaire, on met en place des institutions, des politiques d'éducation prioritaires. Comme ça, on amène tout le monde au même point de départ avant que la course commence. Et voilà, l'affaire est dans le sac, la question elle est vite répondue, le problème il est vite résolu. Imaginons que ces politiques fonctionnent à merveille et que les bacheliers du 6e arrondissement de Paris et ceux de Marly-Gaumont bénéficient vraiment d'enseignements, de soutien, de moyens équivalents. On a bien une égalité des chances, là, hein ? Bon bah cette fois je crois qu'on y est. C'est ceux qui ont le plus de talent, qui vont bosser le plus dur, qui auront le concours. C'est la méritocratie. Là ça y est, c'est juste non ? Selon Rawls, non. Toujours pas. 2 raisons. Primo, la loterie naturelle va là encore en avantager certaines. Si vous avez une super mémoire, par exemple, depuis l'enfance, vous partez avec un sacré atout. Est-ce que vous l'avez mérité, votre mémoire ? Non, vous avez juste eu du bol. 2, l'arbitraire de la société. Qu'on lui coupe la tête ! La société a décidé que pour sélectionner les futurs médecins, on allait choisir celles et ceux qui ont une super mémoire, plutôt que par exemple de super talents de communication. Si vous avez une super mémoire et que c'est la qualité que la société a décidé de sélectionner, vous avez doublement du bol. Si on applique le raisonnement de John Rawls, voici la lettre que les étudiants-étudiantes, qui ont passé le concours de médecine avec succès, pourraient recevoir. Chers candidats, chères candidates, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez réussi le concours d'entrée en médecine. Il s'avère que vous avez de la chance, vous faites montre des qualités que la société recherche en ce moment. Nous vous proposons donc d'exploiter vos atouts au profit de la société. Veuillez recevoir nos félicitations. Non que vous méritiez d'être félicité d'avoir les qualités qui ont conduit à votre admission, nous vous félicitons au même titre que nous féliciterions quelqu'un qui a gagné au loto. Selon John Rawls, les inégalités sont inévitables, mais elles n'en sont pas moins inacceptables. Pour que la société soit juste, il faut donner activement des chances à ceux qui en ont le moins. Il faut offrir des compensations aux personnes qui partent moins avantagées. Pour résumer la théorie de la justice de Rawls, nous devons faire le maximum pour ceux qui ont le minimum. Norman Daniels, encore un prof à Harvard, a travaillé à adapter la théorie de la justice de Rawls à la santé. Daniels rappelle que la façon dont les maladies et les handicaps sont répartis entre nous est influencée par la loterie génétique et la loterie sociale. Oui, sociale. Daniels cite les célèbres études Whitehall sur les fonctionnaires britanniques, qui montrent que même dans une population qui dispose d'une couverture médicale universelle, qui ne souffre pas de pauvreté et qui bénéficie d'un minimum d'éducation, eh bien l'état de santé demeure corrélé au statut professionnel. Plus le statut d'une personne au sein du service public britannique est élevé, plus elle vit longtemps et en bonne santé. Oh, shocking. Pour Daniels, une santé juste commence donc par la reconnaissance des déterminants sociaux de la santé. Oui, bien sûr, idéalement, il faudrait pouvoir agir sur les déterminants sociaux de la santé. Professeur Flamand Rose. Mais la tâche est immense et dépasse un peu le champ d'action des soignants et leur possibilité de changer la donne. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire. J'en vois déjà 2. Premièrement, informons-nous activement et régulièrement pour avoir bien conscience des disparités de santé. Et deuxièmement, réfléchissons au fait que chaque patient a une situation différente et que donc il faut mettre en jeu des options et des ressources différentes si on veut que tout le monde puisse atteindre le même résultat. L'équité appliquée au domaine du soin, moi je la vois au final plus comme une direction que comme un dogme.
que j'imagine concrètement, c'est le petit effort supplémentaire que chacun d'entre nous peut faire lorsqu'il prend en soin une personne démunie. Ce petit effort supplémentaire, il n'est pas toujours facile à faire. À l'hôpital, la vie des soignants-soignantes n'est pas toujours hyper fluide. Mais prendre conscience qu'un contexte de soins pas facile est encore moins facile pour certaines personnes, c'est déjà un très beau pas en avant. Quand l'hôpital est en souffrance, le patient compliqué, le patient qui prend du temps, a plus à perdre que les autres. Docteur Auger. Et prendre en charge un patient détenu, c'est ramer, à organiser, à réorganiser les rendez-vous pour que ça coïncide avec les escortes pénitentiaires. C'est accepter qu'il y ait des policiers en permanence à la porte de la chambre du patient. C'est résister à la pression de la préfecture qui demande que les hospitalisations soient raccourcies parce que les policiers qui sont à la porte de la chambre du patient, ils ne sont pas dans la rue. Et il y a des policiers, il n'y en a pas assez. Donc prendre un patient détenu à l'hôpital, hors d'une UHSI, c'est compliqué et ça demande une certaine volonté. Voilà. Quand les collègues sont en train de courir, quand ils n'ont déjà pas le temps de faire bien pour tout le monde, le patient détenu, c'est sans doute celui qui en pâtit le plus. Le petit effort supplémentaire dont parle Emmanuel, qui peut parfois être vécu comme un gros effort quand on a déjà du mal à bien prendre en soin les personnes qui ne sont pas détenues, il peut apporter beaucoup de sens dans la carrière d'un ou d'une soignante. En me raccompagnant à mon train, Stéphane Bouxom me raconte ce qui le porte lorsqu'il travaille en détention. Ce qui, à mon avis, rend le métier en détention indispensable et qui, moi, me passionne, c'est la nécessité de permettre à des gens d'avoir accès à leurs droits fondamentaux, qui est le droit à la santé, en fait. Et en détention, on se retrouve à devoir faire ce travail de faire en sorte de rendre accessibles les soins à des personnes qui simplement y ont droit, en fait. Donc rendre accessibles des droits fondamentaux à des personnes dans un milieu très très contraint et pour plein de raisons. Et donc cet enjeu-là est éthiquement très important. Je laisse le mot de la fin à notre contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau. J'espère que ces paroles feront chaud au cœur et inspireront de nombreuses personnes. À tous les soignants qui travaillent en prison de Belgique, je voudrais dire bravo. Ensuite, merci pour ce qu'ils font. Bien que tous ne remplissent pas leurs tâches de façon égale, mais je voudrais leur dire de garder courage, que ce qu'ils font, mais c'est, je ne sais pas comment dire à quel point c'est salutaire. Je trouve qu'il y a quelque chose de profondément enthousiasmant à aller travailler dans un endroit où tout est à faire. C'est pas, on n'arrive pas dans un ronron, on arrive dans un endroit où on a envie de faire changer les choses et finalement, où à force de se battre, je pense qu'on va peut-être y arriver tous ensemble. Et c'est ça que je voudrais leur dire aux gens qui peut-être sont intéressés par le travail en prison. C'est pas n'importe quel boulot, c'est pas n'importe quel boulot de médecin. Putain, il faut avoir une de ces pêches et il faut y croire. Et moi, ces médecins qui travaillent depuis longtemps en détention, je les admire profondément et je les aime beaucoup. Je pense que le métier de soignant, c'est vraiment un très beau métier, magnifique même, et que quand on le prend à cœur, on doit se tourner vers justement les populations qu'on ne voit pas. Les prisonniers en font partie, et d'ailleurs les gouvernements successifs s'emploient à nous cacher les prisons. En plus que les prisonniers, on ne les voit pas parce qu'ils sont à l'ombre, comme on dit, mais auparavant, toutes les prisons étaient en centre-ville, des petites unités de centre-ville. Désormais, c'est des espèces d'énormes structures dans la Pampa où on n'accède que péniblement par ce que j'appelle le bus prison, que je prends chaque fois pour voir combien de temps on met pour aller à la prison. Et c'est très longtemps. Si on le rate, si on a une famille et qu'on a raté le bus prison pour cette fois, on peut dire qu'on a raté le parloir, c'est pas la peine d'y aller. Et donc c'est loin des yeux, loin du cœur. J'aimerais bien que tous nos cœurs et nos regards se tournent vers cela qu'on oublie. Il y a quelque chose peut-être de guerrier, de partir un peu à la guerre contre les idées reçues, se battre contre le courant inverse. Je trouve que c'est toujours bien de se battre contre le courant qui emporte tout le monde dans le même désintérêt et le même peut-être fait de se regarder le nombril comme notre société a tendance à le faire et pas regarder vers l'autre. Je vois cette tendance s'aggraver et je trouve ça dommage. C'est pour ça que j'admire tellement les gens qui prennent le courant inverse.
Le Serment d'Augusta est un podcast de Binge Audio, un hors-série Programme B en partenariat avec la Faculté de médecine Sorbonne Université et la Fondation APHP, écrit par Olympe de G et Emmanuel Flamand-Rose, avec la participation de Rosane Le Saint. Cet épisode a été réalisé par Elisa Grenet et produit par Lorraine Bess. En supervision, David Carzon, directeur de la rédaction de Binge Audio. Prochain épisode, dans un mois.